Il y a eu une altercation au niveau d'un stand de nougat entre plusieurs visiteurs. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on se retrouve pour la première vidéo de la semaine, la vidéo du lundi. Mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain vous avez une vidéo sur Magali Berda, le fait qu'elle ait fait saisir 40 millions d'euros à Booba. Est-ce qu'elle peut gagner ce procès? On en parle demain. On me rejoint sur Instagram, le nouveau qui est en description, sur TikTok, sur Twitch, pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Partons aux États-Unis où un homme a été abattu après s'être introduit au domicile de Donald Trump avec une arme. Un homme armé a été tué après s'être introduit dans la résidence de Donald Trump en Floride. On va tenter d'en savoir plus avec notre correspondant aux États-Unis. Bonjour Axel Monnier. Que sait-on à l'heure où l'on se parle ? Alors ce qu'on sait, c'est que ça a été officiellement confirmé par un communiqué de presse des agents du Secret Service. Vous savez, cette agence qui s'occupe de la protection présidentielle, et un shérif adjoint du comté de Palm Beach, où se trouve Mar-a-Lago, ont réussi à neutraliser un homme qui avait tenté de s'introduire par le portail nord de la résidence de Donald Trump en Floride. Cet homme était âgé de 20 ans, il a donc été tué par balle. Il était âgé de 20 ans, son identité n'a pas été révélée encore parce que l'enquête est en cours, on ne connaît pas ses intentions, on ne sait pas ce qu'il voulait venir faire à l'intérieur de Mar-a-Lago. Mais cette histoire en rappelle une autre. En septembre 2024, 2 mois avant l'élection présidentielle, un homme s'était caché pendant toute une nuit dans des buissons près du parcours de golf où Donald Trump était en train de jouer. Il était armé, il avait clairement l'intention de tuer Donald Trump à l'époque, mais il avait été repéré là encore par un agent du Secret Service qui avait pu l'arrêter. La question de la sécurité autour de Donald Trump est un sujet récurrent. On sait que sa radicalité et sa polarisation dans le paysage politique américain sont un sujet, même si il y a eu aussi beaucoup d'efforts faits justement pendant la présidence et la campagne présidentielle et depuis qu'il est au pouvoir. Bref, on va essayer d'en savoir un peu plus avec plus d'informations dans les prochaines heures sur cette information qui vient tout juste de nous parvenir. Donc l'homme a été tué, il était âgé d'une vingtaine d'années. On va rester à l'international, pas trop loin, direction le Mexique, où après la mort d'El Mancho, chef d'un cartel mexicain, le pays est en train de s'embraser petit à petit. À Puerto Vallarta, d'impressionnantes colonnes de fumée et des rues désertes. Même situation 300 km plus loin, bus et voitures incendiés par dizaines. Au Mexique, depuis hier, plusieurs villes font face à l'extrême violence. La raison, la mort à la suite d'une opération de l'armée mexicaine de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, dit El Mencho. L'homme était l'un des narcotrafiquants les plus recherchés au monde. Sa mort a provoqué à travers le pays plusieurs opérations violentes des cartels pour déstabiliser les autorités, laissant les habitants dans la peur. On a peur, on ne sort que lorsque c'est nécessaire. C'est bien qu'ils en finissent avec ces organisations, mais ça fait peur. Plusieurs dizaines de villes à travers le Mexique sont paralysées par les violences. À Mexico, l'armée arpente les rues dans la crainte de débordements dans la capitale. La présidente mexicaine, elle, appelle au calme. Nous devons rester informés et calmes. Je tiens à exprimer ma reconnaissance à l'armée mexicaine, à la garde nationale, aux forces armées et au cabinet de sécurité. Plusieurs compagnies aériennes américaines et canadiennes ont annulé des dizaines de vols à destination des villes concernées par les violences. Les États-Unis ont appelé leurs concitoyens à se mettre à l'abri jusqu'à nouvel ordre. Allez, petit moment de détente parce qu'il y aura d'autres actualités un petit peu violentes comme une énorme bagarre au salon de l'agriculture. On va écouter Thomas Guénolé qui a parlé du fait qu'il est franc-maçon avec Sam Zira et il a apporté des petites précisions qu'on ne savait pas forcément. Alors comme ça on est franc-maçon et ça fait polémique ? Alors, je ne comprends pas que ça fasse polémique. Enfin, si, je comprends par rapport aux fantasmes, aux fausses idées qu'on se fait sur la franc-maçonnerie. C'est quoi la franc-maçonnerie ? La franc-maçonnerie, le Grand Orient de France, puisqu'il y a différentes obédiences. Si tu veux, c'est comme les clubs de foot. Il y a différents clubs de foot, il y a différentes obédiences de franc-maçonnerie. Et donc, moi, je suis au Grand Orient de France. Le Grand Orient de France, c'est la plus connue
et c'est celle qui a été le plus engagée dans les grandes batailles politiques de l'histoire de France. Mais c'est quoi, c'est une secte, la franc-maçonnerie? Pas du tout, parce qu'une secte, c'est des gens, c'est quand tu rentres, tu te coupes du monde extérieur, tu vois, alors que tu te coupes absolument pas du monde extérieur quand tu rentres dans la franc-maçonnerie. Mais c'est quand même un cercle fermé, il y a c'est une un- sorte de truc initiatique à faire et tout, non? Oui, alors d'abord, je peux pas tout dire pour une raison simple, qui est que il y a 2 règles de secret. On ne raconte jamais ce qui se passe dans nos réunions. Ah bon? Je vais t'expliquer pourquoi. On ne le raconte jamais, c'est la règle du secret. C'est le premier aspect de la règle du secret. Et on ne révèle jamais l'identité d'un membre, sauf si c'est toi-même. Tu as le droit de le dire pour toi. Pourquoi? Parce que nous avons été persécutés dans l'histoire, mais vraiment. C'est-à-dire que on a été persécutés pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que le Grand Orient de France a son ennemi héréditaire, son ennemi historique. Tu sais, dans Assassin's Creed, t'as les Templiers et quoi déjà et les... Bon, et ça dure depuis des siècles. Bah, nous, on a ça avec l'extrême droite. C'est-à-dire que l'extrême droite, ça fait très longtemps que nous sommes adversaires. Nous sommes le camp de la République et des Lumières et du progrès. Et eux, c'est le camp de la réaction, la haine, etc. Et donc, ils nous détestent vraiment, et on les déteste aussi. Et on s'est vraiment combattu souvent. Et en l'occurrence, tu as, à l'époque, pour te dire à quel point eux nous détestent de manière obsessionnelle, quand l'Allemagne envahit la France, devine où la Gestapo, à Paris, installe son quartier général. Chez les francs-maçons. Au siège du Grand Orient de France. Tu vois le symbole? Mais est-ce que c'est vrai ou c'est un préjugé que pour être franc-maçon ou rentrer chez les francs-maçons, faut être pété d'oseille? Pas du tout. Moi, je suis pas du tout pété d'oseille. Vraiment pas. Et pourtant, je suis franc-maçon. Donc ça, c'est un cliché. Il y a plein de clichés comme ça. Et il y a quoi d'autre comme cliché donc, que t'entends? Tu vois, la règle du secret, ça sert principalement à ça. C'est que, en fait, si demain, il y a un régime d'extrême droite en France, et c'est tout à fait possible, après-demain, les francs-maçons sont en haut de la liste des gens qui sont en danger. Attends, pas tout en haut, mais assez Tu haut. vas me dire qu'il n'y a pas de RN chez les francs-maçons? Alors, normalement, c'est interdit. C'est-à-dire que là, pour le coup, je donne une information qui est publique puisqu'elle est statutaire. Tu n'as pas le droit d'être franc-maçon quand tu es d'extrême droite. Et si on apprend que tu es d'extrême droite alors que tu es franc-maçon, tu es viré. En tout cas, au Grand Orient de France, entends-moi bien. On a déjà parlé sur cette chaîne d'Amine Morito. Pas en bien. Mais là, il dit des choses sur les influenceurs, sur la réalité derrière vos youtubeurs préférés, influenceurs, instagrammeurs, instagrammeuses, ce que vous voulez. Et pour le coup, on peut pas lui donner tort. Pour connaître certains petits trucs derrière, il a pas forcément tort. Ouais, en fait, les réseaux, c'est une illusion. Voilà, c'est une illusion d'optique. C'est une illusion d'optique, les gars. Voilà, il n'y a que de la mythomanie, il n'y a que du cinéma. C'est que du fake, voilà, c'est que du fake, c'est que du paraître. Soit les mecs, les meufs et tout, leur vie, ils sont pas heureux. Tous les gens sur les réseaux, la plupart, wallah, que c'est des gens faibles, ils sont en dépression. C'est la tête de ma mère, je vous parle vraiment sérieux. Hein. Ils sont en dépression, ils sont pas bien. C'est pour ça, dans la vie, n'ayez pas l'argent dans le cœur, n'ayez pas cette dunya dans le cœur. En fait, wallah, c'est vrai qu'en fait, dans ce monde-là, il faut être fort mentalement. Starfallah. J'aimerais bien vous donner des petites leçons, des petits cours, des petits trucs. Je suis pas en train de dire que je suis quelqu'un, je suis pas, je suis sans père. Voilà, je suis sans père. Mais en fait, la génération d'aujourd'hui, les petits et tout, malheureusement, elle est déglinguée sa mère parce qu'ils suivent tout ce qu'il y a sur les réseaux, ils croient à tout. Alors qu'il n'y a que du fake, c'est tous des clodos, ils ont des vies de merde, ils sont en dépression, ils n'ont pas d'amis. Tous les gens qui leur parlent, c'est par intérêt, parce que malheureusement, quand on est sur les réseaux, tous les gens qui nous parlent, c'est que par intérêt. Ça veut dire qu'en fait, au fond, ils se sentent même pas aimés. Et voilà, c'est dur. C'est dur les réseaux sociaux. Les gars, c'est dur. Voilà que je vous dis la vérité. C'est dur d'être là, d'être entouré que par des fils d'up, etc., etc. Voilà. En ce moment, c'est très compliqué pour Raphaël Arnault, le député de la France Insoumise, après l'affaire Quentin. Et là, ça s'est encore plus corsé avec le témoignage d'un ancien membre de la Jeune Garde. Alors, un témoignage à prendre avec des pincettes. Voilà, on ne sait pas vraiment ce qui a pu se passer entre Raphaël Arnault et lui, mais en tout cas, voici son témoignage.
que s'est empressé de relayer CNews. Je vous laisse écouter. Qui témoigne, c'est la première fois qu'un voilà, vous voyez donc Raphaël Arnaud sur cette photo avec l'autre jeune homme qui a le crâne rasé et qui a ses lunettes de soleil et qui témoigne pour la première fois à visage découvert. Bonjour Jules Laurent. Bonjour, c'est vous qui avez recueilli ce témoignage pour 100% Frontières. Donc voyez le premier extrait où cet ex-membre de la Jeune Garde incrimine Raphaël Arnaud et explique qu'il était violent. Je rappelle qu'il a été condamné de manière définitive pour violence volontaire et on aura d'ailleurs le témoignage de sa victime dans un instant puisque c'est une condamnation définitive qu'il a renoncé à faire appel. C'était vous d'ailleurs qui l'aviez révélé à l'époque. Et donc voyez cet extrait où cet ex-membre de la Jeune Garde raconte les méthodes de Raphaël Arnaud. Est-ce que, par exemple, tu as vu Raphaël Arnaud, d'autres, procéder à cet abassage? Ouais, c'est déjà arrivé. Moi, j'ai déjà assisté. Ouais. Je me rappelle d'une soirée où où on était 3. Raphaël sur son scooter, moi et un autre collègue en voiture. On l'avait suivi et on a vérifié sur Facebook s'il likait un post ou une page Facebook. Et on l'a frappé. Moi, en vrai, j'étais même pas sûr qu'il soit vraiment un feuf. Parce que moi, j'ai pas regardé. C'est Raphaël qui a regardé. Il nous a regardé tous les deux. Et ensuite, on y allait. Donc Raphaël Arnaud, le député, il a mis des coups. J'ai mis le premier. Et la personne est tombée. Et Raphaël l'a tapé au sol, lui a mis un coup de pied dans la tête. Voilà. Alors je précise tout de suite que c'est son témoignage de cet ex-membre de la Jeune Garde. On a vu à quel point il était proche de Raphaël Arnaud, Jules, puisqu'il partait en vacances avec lui. On a vu la photo que vous vous êtes procurée. Je crois que vous avez eu accès aussi à des conversations privées de Raphaël Arnaud avec cet ex-membre de la Jeune Garde, qui témoigne donc à visage découvert et qui dit que Raphaël Arnaud tapait des militants de droite dans la tête. C'est son témoignage. Encore une fois, ça l'engage lui, mais c'est totalement exclusif. C'est dans 100% Frontières. En vrai, on n'est absolument pas choqué. On sait qu'il existe un monde dans le monde des militants politiques extrêmement violents. C'est vrai que de voir une personne qui a fait partie de cette violence finir à l'Assemblée, ça fait un petit peu bizarre. Mais en même temps, on sait que parmi nos politiques, il y a des gros pédos. Donc, est-ce qu'on est étonné? Absolument pas. Des fois, je suis choqué de me dire qu'il y a des gens qui utilisent la violence juste parce qu'ils n'ont pas les mêmes idées. Puis je me rappelle que nous, on se battait juste parce qu'on n'avait pas le même maillot. Donc, je ferme ma gueule parce que ça serait complètement démago. C'est là que je me dis qu'est-ce qu'on était con, mais qu'est-ce que c'était bon aussi. D'ailleurs, sur le plateau de CNews, nouveau dérapage. L'Arcom, allô? Ça va, tranquille? Les images que vous venez de voir, je les trouve belles, mais je sais que simplement dire qu'on aime une image belle, qu'on trouve une image belle, j'ai trouvé que c'est quasiment d'extrême droite. Mais vous êtes... Bon, Et non, c'est là que tu peux pas dire ce que tu veux, fils de pute. Pour une seule et bonne raison. Elle a sa pièce d'identité, elle a la nationalité française. Certes, elle n'est pas née en France, mais comme des milliers, des millions de personnes. Mon père n'est pas né en France. Jamais de sa vie, on lui a dit voilà, t'es né là, t'es pas... Non. Donc en fait, le problème, c'est pas ça. Son problème, c'est sa couleur de peau pour toi. Donc à un moment donné, tu portes tes couilles, tu affiches ton racisme, mais porte-les tes couilles. Voilà. Dis-le, ça me dérange, elle est noire, pour moi, elle n'est pas française. Là, au moins, on comprendrait. Là, tu dis un truc, puis après, tu reviens en arrière, t'as peur, oh non, je suis pas raciste, truc. Pas de couilles. Parce que si c'était une femme née en Italie, qui a grandi en France et qui a la nationalité française, t'aurais rien dit. C'est ça la vérité. Et regardez, messieurs, dames, la magnifique transition. On a parlé d'Aya Nakamura, on reparle d'Aya Nakamura avec un artiste... Non, oubliez le mot artiste. Avec un énergumène, Bruno Monroe. Non mais alors, le melon est plus gros que le talent. Mais alors, mais fois 100. Par exemple, une artiste comme Aya Nakamura, vous m'accorderez, je suis désolé... Elle a aucun talent, cette fille. Elle est ni auteur... Enfin, elle a aucun talent. Elle n'est pas danseuse, elle n'est pas chanteuse. Elle fait du playback, elle ne connaît pas les chansons, les textes de ses propres chansons. Donc bon, une fille comme ça, si c'était une blanche, une femme blanche, qui chantait les chansons d'Aya Nakamura, elle serait insultée de tous les noms.
C'est quoi l'intérêt de la gauche ou de l'extrême gauche ou des gens d'Afrique de mettre une artiste comme ça en avant et de lui acheter des millions de streams et de faire croire que c'est l'artiste la plus écoutée au monde ou je sais pas quoi. C'est la représentativité. C'est le fait que ça soit une femme noire. Donc, quand on veut mettre un artiste en avant, en fonction de ses origines, de sa couleur de peau, il y a des multimillionnaires qui misent sur vous. En France, c'est Aya Nakamura. Pour les musulmans, c'est Slimane, etc., etc., etc. En fait, ça sert à quoi? Ça sert à promouvoir une identité, une couleur de peau, une race et une religion. Rien à voir avec le talent. C'est des millions qui sont investis sur ces artistes pour faire croire à monsieur, madame qui ne savent pas comment le système fonctionne que c'est des artistes qui vendent, qui ont des millions de vues et qui ont des millions de streams. Ils n'ont rien. Même pas le talent. En fait, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'on met derrière le mot talent? Est-ce que le talent, c'est le meilleur chanteur, celui qui écrit les plus beaux textes? Je suis pas sûr. Pour moi, le talent, c'est une personne qui, de par sa personnalité, via un art, donc, bah, ça peut être plein de trucs, ça peut être du sport, un art, etc., arrive à trouver un public. Et Nakamura, elle y arrive. Après que t'aimes pas sa musique, ça, c'est un autre débat. Mais de dire qu'elle a pas de talent, bah, y a des millions de personnes qui kiffent. Donc j'ai envie de dire, c'est pas à toi de décider. En fait, j'ai jamais vu un mec avec autant de seum que Bruno Monroe. Lui, on l'écoute, c'est le meilleur en tout, mais il fait aucune salle. Il n'y a pas de date, il n'y a rien. En fait, les seuls moments où on parle de lui, où il a son heure de gloire, c'est quand il est en interview, qu'il lâche des dingueries. Là, par exemple, il a parlé de pacte avec le diable, d'espèce de cérémonie où on boit du sang d'enfant. Enfin, je vous laisse écouter. Est-ce que je suis surpris que des gens multimillionnaires mangent des enfants, soi-disant, parce qu'il y a beaucoup de théories du complot avec le sang, l'adrénaline, etc. Est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y crois pas? Vous savez, au début, je trouvais que c'était complètement fou. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires à la con? Et puis, plus on cherche, plus on découvre, et plus on se rend compte que ces gens qu'on fait passer pour des fous, peut-être ne sont pas si fous que ça. Et peut-être qu'il y a des rituels. Avait peut-être raison. Exactement, exactement. Vous savez, moi, souvent dans ma vie, on m'a dit, mais alors oui, tu as 2 millions d'abonnés, ça fait 20 ans que tu chantes, t'es connu, t'es célèbre, mais pourquoi t'as pas été plus haut? Parce que moi, je n'ai pas fait de pacte avec le diable. Et je peux vous garantir, les yeux dans les yeux, que le diable me tourne en rond depuis très longtemps. Ok? Donc, il y a des gens qui, pour aller plus haut, font des pactes. Et il y a des rituels qui incluent des enfants, qui incluent du sang, etc. Et ça, je peux vous dire... Vous croyez vraiment à ça, ouais? Je le crois parce qu'on me l'a proposé. Je le crois parce qu'on me l'a proposé pas qu'une fois. On vous a proposé quoi? Notez ce que je vous dis. Je crois en ce que je vois. Je suis comme saint Thomas. Si je vous dis que je ne suis pas plus haut parce que je n'ai pas fait un pacte avec le diable, retenez ça. Et si je n'ai pas fait un pacte avec le diable, c'est parce que je sais tout ce que ça va me coûter. Et que je ne suis pas prêt à sacrifier ni un père, ni une mère, ni toutes les personnes qui me sont proches. Mais on vous a proposé, vous dites, des soirées... C'est pas des soirées, c'est des pactes. D'un genre particulier quand même, parce que... C'est des pactes. Je vous garantis que je crois en ce que je vois. Et quand on m'a montré les entrelignes du contrat, quand j'ai compris comment tu fais l'Eurovision, quand j'ai compris comment tu gagnes une victoire de la musique sans te l'acheter, ou un Energy Music Awards, j'ai dit c'est pas pour moi. Parce que moi, je suis catholique, je ne vends pas mon âme au diable. Je préfère mourir dans l'oubli et pouvoir me regarder dans un miroir que de faire un pacte avec ces gens-là. Vous comprenez? Moi, déjà, je mange pas de viande, alors bouffer des enfants, c'est pas pour moi. Non, c'est pas possible. On m'a proposé, mais vraiment le haut du haut du haut de ce qu'on a en France. Je ne vais pas les citer parce que je protège ma famille et que j'ai pas envie d'apparaître comme Jeffrey Epstein. Ce qu'il y a de plus haut en France m'a contacté à ce niveau-là. Vous comprenez? Donc voilà, c'est le meilleur au monde et s'il n'a pas réussi, c'est parce qu'il n'a pas pactisé avec le diable. Ce que tous les autres qui ont réussi ont fait. 100% des gens qui réussissent dans la musique ou ailleurs ont pactisé avec le diable. Voilà, c'est l'explication façon Bruno Monroe. Assez rigolé, la récréation est terminée, mais peut-être qu'un jour je ferai un vrai sujet sur Bruno Monroe. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire, parce que si je dis pas de bêtises,
il me semble qu'il a fait quand même pas mal de reprises. Donc il parle de Nakamura qui écrit pas ses textes, etc., etc. Bon, bref, on verra une autre fois. En tout cas, on va terminer sur un fait divers violent. Il y a une grosse rixe qui a éclaté au Salon de l'Agriculture. Normalement, le Salon de l'Agriculture, c'est le terroir, la bonne bouffe, la rigolade, Jean Lassalle qui débarque, un Paquito qui est lancé. Et là, ça se termine en pugilat. Ce qu'on sait, c'est qu'il était 18h30 en fin d'après-midi dans le pavillon 4 du Salon de l'Agriculture quand il y a eu une altercation au niveau d'un stand de nougat entre plusieurs visiteurs et les altercation pour une raison qui reste à déterminer. Il y a eu une bagarre, c'est ce que vous avez pu voir sur cette vidéo, assez impressionnante avec des coups de poing, avec des coups de chaise également. Et il y aurait un couteau, en l'espèce, un couteau qui sert à couper le nougat qui aurait été exhibé sans qu'on sache à cette heure si une personne a été blessée par ce couteau. Les policiers sont intervenus extrêmement rapidement et ont procédé à une quinzaine d'interpellations. C'est ce que nous a communiqué la préfecture ce soir. Messieurs, dames, évitez la violence autant que possible. Tout à l'heure, je vous ai parlé du rugby, mais vous voyez, je viens de lire une news. Il y a un jeune qui, à la fin d'un match, a fait un gros plaquage. Il a pris un coup dans la tempe. Je sais pas si c'est un coup de poing ou un coup de pied. Il est entre la vie et la mort. Des fois, voilà, il y a de la tension, de l'excitation. Tu fais un mauvais geste, tu te dis, ouais, c'est juste une droite, c'est juste une bagarre. Et ça finit par un drame. Donc, messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain, on va parler de Magali Berda. On me rejoint sur Instagram, le nouveau, sur TikTok, sur Twitch, pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.